Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 3 du sujet 1 d'Amérique du Sud, novembre 2024. Alors cet exercice porte sur les suites avec un certain nombre d'affirmations. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, maths expert notamment. L'énoncé « répondre par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes et justifier votre réponse. Toute réponse non justifiée ne sera pas prise en compte dans la notation. Toutes les questions de cet exercice sont indépendantes, ce qui fait que vous pouvez les traiter dans l'ordre que vous voulez. Alors je ne vais pas lire l'énoncé là en entier puisque les questions sont indépendantes. On va résoudre les questions au fur et à mesure. Alors la question 1 considère la suite UN définie pour tout entier naturel non nul petit n par UN égale 25 plus moins 1 à la puissance n divisé par n. Affirmation 1, la suite UN est divergente. Bon, j'ai réécrit que quel que soit l'entier n supérieur égal à 1, UN égale 25 plus moins 1 puissance n divisé par n. Alors ici, ce sont des exercices un petit peu piégeux parfois, puisque on vous a appris depuis la classe de première que la suite de termes général moins 1 puissance n est divergente. Pour les termes de rang pair, elle vaut 1. Pour les termes de rang impair, elle vaut moins 1. Donc elle oscille entre 1 et moins 1. Bon, sauf que ça veut rien dire pour la suite UN. Donc en fait, il faut être assez méfiant dans ce genre d'exercice. Alors, si vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez toujours, finalement, puisqu'on vous autorise à utiliser une calculatrice, vous pouvez toujours essayer de calculer quelques termes, notamment de la suite UN, et puis essayer de formuler une conjecture. On va utiliser une calculatrice. Or, je n'ai à ma disposition qu'une calculatrice TI, mais vous devriez pouvoir adapter avec votre calculatrice parce que je ne vais pas utiliser le mode suite qui est très différent selon les modèles. Je vais utiliser le mode fonction. Alors, j'ai déjà préparé la fonction 25 plus moins 1 à la puissance x divisé par x. Alors ici, attention, il va falloir prendre des valeurs entières de x et supérieur égal à 1. Alors, on ne peut pas diviser par 0 a priori. Alors, on va créer une table. Bon, on pourrait toujours démarrer à 0, après tout, voir ce qui se passe par pas de 1. Et donc, la table se trouve ici, tout en haut à droite sur TI. Évidemment, il nous donne erreur. Alors ensuite, on a U1, 24, U2, 13, U3, 8, U4, 6,5. Pour l'instant, les termes de la suite diminuaient, mais là, on va voir que c'est peut-être le cas au départ. Ah, là, ça marche plus. À partir d'un certain temps, on a l'impression que les termes 2 à 2, soit augmentent, soit diminuent. Mais bon, est-ce qu'on peut penser que la suite UN diverge? Ce serait peut-être étonnant. Alors évidemment, comme quand on s'intéresse à la convergence-divergence d'une suite, c'est pour de grandes valeurs de n a priori. Je vais changer un petit peu la table et puis je vais redémarrer à 0 et prendre un pas de 10. Bon, quand on regarde un petit peu les termes de la suite, on peut peut-être penser qu'elle converge vers 0, mais bon, ça va pas très vite. Allez, rechangeons la définition de la table, repartons à 0, pas de 100. Table. Bon, peut-être que là, on peut peut-être se convaincre un peu plus que la suite a l'air de converger vers 0. C'est ce qu'on va essayer de démontrer. Alors, si vous voulez faire différemment encore, avec le menu variable, je vais aller chercher la fonction que nous avons
utiliser la fonction y1, et puis on peut toujours essayer de prendre des puissances de 10, par exemple, assez grandes, par exemple l'image de 1 million. Ah, je me fais toujours avoir. Bon, 2,6, 10 puissance moins 5, et si on, par exemple, l'image de 1 milliard, avec second précédent, vous récupérez l'instruction et vous changez la puissance. « 2,6, 10 puissance moins 8, donc assez proche de 0. Bon, je vais gommer la fameuse remarque, et puis maintenant, comment procéder? Alors, il y a quelque chose qu'on sait quand même sur la suite de termes général moins 1 puissance n, c'est que on a toujours moins 1 puissance n qui est compris entre moins 1 et 1. C'est une suite bornée. Donc quand on regarde le numérateur, on va ajouter 25. Et quand on ajoute 25, on ne change pas le sens des inégalités. Et puis ensuite, il suffit de diviser par n. Et comme n ici est strictement positif, on ne change pas le sens des inégalités, on fait apparaître un comme terme central. Et donc on obtient un encadrement de un. Un va être supérieur ou égal à 24 sur n et inférieur ou égal à 26 divisé par n. Donc on l'a fait apparaître de suite, une qui mineure un, une qui majeure un. Alors la suite 24 divisé par n, qu'est-ce qu'on peut en dire quand n tend vers plus infini? Elle est claire qu'elle tend vers 0. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire de la suite 26 divisé par n quand n tend vers plus l'infini? Elle converge vers 0, et donc d'après le théorème des gendarmes, un va converger vers 0. Allons-y, limite de 24 divisé par n quand n tend vers plus infini, c'est 24 divisé par l'infini, ça nous donne 0 comme limite, et la limite de 26 divisé par n, c'est aussi 0. Donc, on va pouvoir affirmer que la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est 0. Ceci d'après le théorème des gendarmes, ou théorème d'encadrement, ou théorème du sandwich. Certains l'appellent aussi le théorème du squeeze. So British. Et donc l'affirmation 1 est fausse, puisque la suite un converge vers 0, elle n'est pas divergente. Question 2. On considère la suite Wn définie pour tout entier naturel n par W0 égale 1 et Wn plus 1 égale Wn divisé par 1 plus Wn. Autrement dit, on a affaire à une suite récurrente. On admet que pour tout entier naturel n, Wn est strictement positif. On considère la suite Tn définie pour tout entier naturel n par Tn égale K divisé par Wn. Effectivement, on ne pouvait pas diviser par 0 a priori. Bon, on admet que Wn est strictement positif, avec un nombre L strictement positif. Alors l'affirmation 2, on nous dit la suite Tn est une suite arithmétique strictement croissante. Ce qui veut dire qu'en fait, on a deux choses à établir. D'abord, voir si c'est une suite arithmétique. Ensuite, voir si la suite est strictement croissante. Alors, pour voir si la suite Tn est
une suite arithmétique, on sait qu'on va avoir besoin de travailler avec Tn plus 1. Et donc ici, pour tout anti-n appartenant à grand N, l'ensemble des antinaturels, on va s'intéresser à Tn plus 1. Et il s'agit d'essayer de démontrer que Tn plus 1, c'est égal à Tn plus une certaine constante. Si c'est pas le cas, la suite sera pas arithmétique. Bon, alors Tn plus 1, qu'est-ce qu'on sait sur Tn plus 1? C'est petit k divisé par Wn plus 1. Bon, alors du coup, on se dit, il va falloir remplacer Wn plus 1 certainement par son expression qu'on a en fait dans l'énoncé. Wn plus 1, c'est Wn divisé par 1 plus Wn. Autrement dit, ça veut dire que au lieu de diviser par Wn plus 1, on peut multiplier par son inverse. Alors, ça va nous donner Tn plus 1 égale, on va avoir k multiplié par 1 plus Wn divisé par Wn. Bon, alors ici, on peut peut-être, c'est pas obligatoire, mais enfin, développer le numérateur. Alors, je vais le faire ici parce que j'ai plus beaucoup de place. On va obtenir k plus kwn divisé par wn. Et puis là, on va couper la fraction en deux. K divisé par wn. Et là, on fait apparaître tn, en fait, plus, kwn divisé par wn, il reste k. Et donc, on a obtenu, en fait, tn plus k. Ainsi, pour tout n appartenant à grand N, Tn plus 1 égale Tn plus k, et k, on nous disait que c'était réel strictement positif dans l'énoncé. C'est une constante. Donc, on peut affirmer que Tn est une suite arithmétique. Deux raisons. K, en fait. Et puis, comme la raison K est strictement positive, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire par exemple? C'est que pour tout n appartenant à grand N, mes élèves préféraient que je me fasse comme ça, Tn plus 1 moins Tn est égal à K, et K est strictement positif, donc Tn plus 1 moins Tn est strictement positif, et comme la différence entre Tn plus 1 et Tn ici est strictement positif, on va pouvoir dire que la suite Tn est strictement croissante. Ce qui fait que l'affirmation 2 est vraie. Dans l'énoncé, on disait de répondre par vrai ou faux. Moi, j'ai tendance à dire que faire une phrase en français, je trouve ça plus... Je trouve ça mieux. Bon. Question 3, on considère la suite Vn définie pour tout antinaturel n par V0 égale 1 et Vn plus 1 égale logarithme népérien de 1 plus Vn. Bon, on admet que pour tout antinaturel n, Vn est strictement positif et on nous dit affirmation 3, la suite Vn est décroissante. Évidemment, vrai ou faux. Bon, donc la suite Vn, premier terme 1, et pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1 égale logarithme de 1 plus Vn. Alors, pour se faire une petite idée et conjecturer, on pourrait très bien essayer de voir que vaut V1, V2, V3. Bon, je vais utiliser une calculatrice. Alors, voilà comment je vais procéder. Donc, on peut le faire avec tout modèle, en fait.
Alors, on va placer la valeur initiale W0, qui est 1, dans une mémoire. Alors, autant prendre la mémoire W, puisqu'ici on travaille avec la suite WN. Et puis ensuite, il suffit de prendre le logarithme de 1 plus W. Mais l'astuce, c'est de restocker dans W. Ainsi, la première fois on va faire entrer, on va avoir W1. Et comme on a restocké dans W, eh bien, si on retape ln de 1 plus W dans W, on aura W2. En fait, il suffit de faire entrer. Donc W2. Et là, on essaie de regarder au fur et à mesure, évidemment, si les termes de la suite diminuent. Puisqu'on demande de voir si la suite WN est décroissante. Alors, j'ai mis W, alors qu'en fait, c'est peut-être V, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Donc, la suite a l'air décroissante. Mais bon, le constater pour quelques termes, ça ne suffit pas. Il faut faire le justifier. Bon, en plus, si on va un petit peu plus loin, on pourrait peut-être conjecturer que la suite a une limite finie, qu'elle est convergente, et voir quoi elle converge, mais bon, c'est pas demandé. Donc, nous, on a le sentiment que l'affirmation 3 a l'air d'être vraie, donc on va essayer de le démontrer, que la suite Vn est décroissante. Alors, il y a plusieurs méthodes pour essayer de démontrer qu'une suite est décroissante. Bon, alors ici, on va essayer de le démontrer par récurrence, ça paraît légitime avec une suite récurrente. On va essayer de montrer par récurrence que eh bien, pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1 est inférieur ou égal à Vn. Alors, je vous ferai voir une autre méthode qui évite une récurrence, mais bon, je pense que pour un élève de terminale, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Étape 1, initialisation, vérifions que V1 est inférieur ou égal à V0. Alors, on nous disait que V0, c'était 1. On va calculer V1. V1, c'est logarithme népérien de 1 plus V0. Autrement dit, V1, c'est ln de 1 plus 1, 2, et on sait que ln de 2 est environ égal à 0,70, donc en fait, on a ln de 2 qui est inférieur ou égal à 1, et donc on peut dire que V1 est inférieur ou égal à 0, et donc on a fini l'étape numéro 1. Étape 2, hérédité. Supposons que Vn plus 1 est inférieur ou égal à Vn pour un certain entier n supérieur ou égal à 0, puisqu'ici on démarre en 0. Montrons alors que la propriété va être vraie au rang suivant, c'est-à-dire, eh bien, Vn plus 2 inférieur ou égal à Vn plus 1. Alors, dans l'hérédité, la question à se poser en général, c'est comment est-ce qu'on peut passer du rang n au rang n plus 1. Et nous, on sait que eh bien, Vn plus 1 est égal à logarithme de 1 plus Vn. On pourrait dire aussi, du coup, Vn plus 2, c'est logarithme de 1 plus Vn plus 1. Ça vous aide. Bon, en général, je ne l'écris pas, le deuxième, mais bon. Et donc, comment est-ce qu'on passe de Vn à Vn plus 1 ? Par une suite d'opérations élémentaires. Eh bien, d'abord, à Vn, on ajoute 1. Évidemment, on obtient 1 plus Vn. Et puis ensuite, on prend le logarithme népérien.
pour obtenir ln de 1 plus Vn qui est égal à Vn plus 1. Bon, ici, Vn n'apparaissait qu'une seule fois. Si Vn apparaît plusieurs fois, ça peut être beaucoup plus compliqué. On fait plutôt intervenir une fonction que on appelle petit f, de sorte que Vn plus 1 égale f de Vn, puis on étudie les variations de la fonction f en général. Bon, ici, on va pouvoir procéder comme ça, et puis ce qu'on va faire subir à Vn, on le fera subir aussi à Vn plus 1, c'est-à-dire que quand on va prendre l'inégalité, Vn plus 1 inférieur égal à Vn, qui est l'hypothèse de récurrence, eh bien on ajoute 1. On ne change pas le sens de l'inégalité quand on ajoute un nombre. Et puis ensuite, on va utiliser le logarithme népérien. Alors, est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser, le logarithme népérien? On ne peut l'utiliser que pour des nombres réels strictement positifs, mais dans l'énoncé, on vous disait que Vn était plus grand que 0, ça veut dire que Vn plus 1 aussi. Et ça veut dire que 1 plus Vn plus 1 est plus grand que 1. Pas très bien écrit, attention aux indices, là. Et donc un nombre plus grand que 1 est plus grand que 0, donc on peut prendre le logarithme du premier membre de l'inégalité, et donc obligatoirement celui du deuxième. Donc logarithme de 1 plus Vn plus 1 est inférieur ou égal au logarithme de 1 plus Vn. Donc dans le premier membre, on a fait apparaître Vn plus 2, et dans le deuxième, Vn plus 1, ce qui fait que l'hérédité est prouvée. Après, vous pouvez faire une conclusion, la montrer par récurrence, que pour tout entier naturel à n, Vn plus 1 est inférieur ou égal à Vn, et donc on en déduit que la suite Vn est décroissante, et ainsi l'affirmation 3 va être vraie. Voilà. Alors je vais vous montrer ensuite une autre méthode. On peut éventuellement y penser si en classe le professeur a parlé un petit peu de cette méthode. On va d'abord utiliser le logiciel GeoGebra pour voir comment on peut représenter graphiquement les termes d'une suite récurrente à l'aide de la courbe d'une fonction et de la droite d'équation y égale x. Donc à l'écran, vous pouvez voir deux graphiques. Alors, pour l'instant, on va s'occuper du premier graphique. Alors j'ai appelé petit f la fonction définie par f de x égale ln de 1 plus x. Comme tous les termes de la suite sont positifs, j'ai tracé seulement la courbe de f sur l'intervalle 0 plus infini. Alors on va revoir comment on peut faire un tracé des termes de la suite Vn sur l'axe des abscisses. C'est une question qui n'est plus demandée depuis quelques années dans les sujets de bac, mais ça pourrait revenir. Alors j'ai créé un curseur que vous voyez que dans la zone graphique 2. Pour l'instant, je ne vais pas parler du point M0 que vous voyez. Dans la zone graphique 1, eh bien, vous avez un repère orthonormé OIJ. Comme V0 égale 1, ben, vous voyez qu'on s'est placé pour V0 au point I. Ensuite, on trace une verticale qui rejoint la courbe. On a un point A0. Bon, il y a aussi un point B0 qui a pour abscisse 1 qui est situé sur la droite D d'équation y égale x. À partir du point A0, en fait, qu'est-ce qui se passe? A0 a pour abscisse V0 et comme il est sur la courbe de f, l'ordonnée du point 0 c'est f de V0, donc c'est V1. Et donc on va voir qu'en bougeant le curseur, et ben on fait apparaître un point B1 sur la droite d'équation y égale x. Ce point B1, puisque y égale x, eh bien, comme y c'était V1, ben son abscisse c'est V1. Bon, puis j'ai fait aussi apparaître un point 1 sur la courbe de f qui va nous servir puisque le point 1 pour abscisse V1 est pour ordonnée V2. Donc on va tracer un segment
horizontale qui part de A1 et qui va rejoindre la droite d'équation y égale x en B2. Et ainsi de suite. Bon, déjà, on peut conjecturer que la suite Vn a l'air d'être décroissante. Et d'ailleurs, même, peut-être converger vers 0. Bon. Mais ici, c'est le problème de la décroissance qui nous intéresse. Alors, dans le graphique 2, le point Mn a pour abscisse petite n et pour ordonnée Vn. Donc, c'est une représentation plus classique. C'est pour voir que, effectivement, et bien, au fur et à mesure que K augmente, Mn a une ordonnée qui est de plus en plus qui diminue. Alors je vais prendre le point M et puis afficher sa trace, et puis en animant le curseur K, on va voir que effectivement on obtient un nuage de points et que quand on passe du point Mn au point Mn plus 1, et bien l'ordonnée diminue. Désolé pour la sonnerie de téléphone, je pouvais pas faire autrement. Alors, ce qui va nous aider ici, c'est que la courbe C de f est située en dessous de la droite d'équation y égale x, ce qui fait que notamment, quand V0 vaut 1, l'ordonnée du point à 0 va être plus petite que 1. Donc, on peut le revérifier avec le curseur K. Voilà, donc, on va utiliser ce genre de choses. Alors, l'idée, c'est que nous, on veut démontrer que Vn plus 1 est inférieur ou égal à Vn, c'est-à-dire que le logarithme népérien de 1 plus Vn est inférieur ou égal à Vn, c'est-à-dire 0 inférieur ou égal à Vn moins ln de 1 plus Vn. Alors, comment démontrer que pour tout n appartenant à grand N, on va avoir cette inégalité? Eh bien, on va introduire une fonction, on va poser une certaine fonction g de x qui va être égale à quoi? X moins ln de 1 plus x. Alors, pour tout Lx ici appartenant à 0 plus infini. Et puis, pour obtenir le signe de g, en fait, on va étudier ces variations. Et une fois qu'on aura ces variations, on aura le signe. Donc, on va calculer g' de x, 1 moins, et puis la dérivée de ln de u, on sait que c'est u' sur u. Donc, on va obtenir 1 plus x au demi à tort, et la dérivée de 1 plus x, c'est 1. Bon, on va transformer un petit peu g' de x en se disant qu'on a besoin ici d'avoir un dénominateur commun qui va être 1 plus x. Donc le 1, il faut le multiplier par 1 plus x, on va obtenir 1 plus x moins 1, et donc g' de x va être égal à x divisé par 1 plus x. Ici, on sait que x est supérieur ou égal à 0, donc 1 plus x est strictement positif. De toute façon, on a pris son logarithme népérien. Et donc, g' de x a même signe que x. Bon, le signe de x, on le connaît. Sur 0 plus infini, on va pouvoir dresser le tableau de variation de la fonction g. Alors, x, on aura g' de x et puis g de x. X, g' de x, g de x. Alors, x appartient à l'intervalle 0 plus infini, et puis g' de x a même signe que x, ça veut dire qu'en 0, quand même, la dérivée vaut 0, et qu'ensuite elle est strictement positive, ce qui fait que notre fonction g est strictement croissante. Alors, on va calculer g de 0, qui vaut 0
moins ln de 1 plus 0, puisque g de x était x moins ln de 1 plus x. ln de 1 vaut 0, donc on obtient 0. Ce qui veut dire que la fonction g, finalement, g est positive sur l'intervalle 0 plus infini, puisque pour tout x appartenant à 0 plus infini, g de x est supérieur ou égal à 0. Donc on va avoir x moins ln de 1 plus x qui va être supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire ln de 1 plus x inférieur ou égal à x. Ça montre bien que la courbe de la fonction f est située en dessous de la droite d'équation y égale x. Alors maintenant, comme on sait que pour tout n appartenant à grand N, on a Vn qui est positif, on vous dit même dans l'énoncé strictement positif, donc on va pouvoir dire que ln de 1 plus Vn est inférieur ou égal à Vn, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que Vn plus 1 est inférieur ou égal à Vn, et donc la suite Vn est décroissante. Et ainsi l'affirmation est vraie. Affirmation 3 dans mes souvenirs. Affirmation 4. On considère la suite I être définie pour tout entier naturel n par I à n égale l'intégrale de 1 à e de ln de x à la puissance n dx. Affirmation 4. Pour tout entier naturel n, in plus 1 égale e moins n plus 1 in. Donc on veut une relation entre in et n plus 1. Alors, on va exprimer ce que c'est que in plus 1. Donc, dans l'expression du in, partout on remplace par n plus 1, et donc in plus 1, c'est l'intégrale de 1 à e de ln de x à la puissance n plus 1 dx. Alors dans l'énoncé, il y avait des parenthèses à x, je ne les mets pas ici dans ma correction, vous l'aurez dans le polycopier parce que ça alourdit un peu les choses. Bon, alors ici, on se dit, comment on va pouvoir faire apparaître in? On a l'impression qu'il n'y a pas le choix, il va falloir une intégration par partie. Et donc, l'astuce, c'est de faire apparaître 1 ici, pour qu'on ait un produit. Donc, le produit d'une première fonction qui est 1, et puis de la fonction ln de x à la puissance n plus 1. Alors, allons-y, pour l'intégration par partie. Alors, je vais pas mettre la formule comme je fais habituellement. On va essayer de voir si on peut travailler un petit peu directement. Bon, c'est peut-être plus délicat. Alors, quand on a du ln de x comme ça à la puissance n plus 1, on sent qu'il va falloir dériver ln de x à la puissance n plus 1 pour faire apparaître ln de x à la puissance n. Et donc, si on dérive la deuxième, c'est que la première, il faut trouver une primitive. Donc, on va obtenir x ln de x à la puissance n plus 1. Alors, j'aurais peut-être pu quand même ne pas mettre cette parenthèse-là, et puis voilà, écrire ln de x à la puissance n plus 1, dont on va calculer la variation entre 1 et e, et moins l'intégrale de 1 à e, et donc là, le x, on le conserve, et on multiplie par la dérivée de ln de x à la puissance n plus 1. Alors, dérivée d'une puissance n plus 1, ça va donner n plus 1, multiplié par, on va dire, allez, la dérivée de ln de x, multiplié par ln de x à la puissance n dx. Donc, in plus 1 va être égal à... Alors, si on calcule la variation ici, quand x vaut e, on place x par e fois ln de e. Ln de e, c'est 1, la puissance n plus 1, ça donne 1, ça donne e. Et puis, normalement, il faut soustraire quand x vaut 1. Et quand x vaut 1, ln de x, ln de 1 égale 0, la puissance n plus 1, c'est 0, donc il nous reste que e, moins. Et puis ici, on va pouvoir... sortir l'intégrale n plus 1 par linéarité, puisque n plus 1 ne dépend pas de x, la variable.
d'intégration. Et donc, on va obtenir n plus 1, intégrale de 1 à e. On s'aperçoit qu'on va pouvoir simplifier le x qu'on a ici avec le 1 sur x. Le produit va donner 1. Donc, qu'est-ce qui va rester simplement derrière le signe intégral? Et ben, c'est ln de x à la puissance n dx. Et justement, c'est in. Donc, in plus 1 est bien égal à e moins n plus 1 in. Et donc, l'affirmation 4 est vraie. Alors, revoyons cette fameuse formule d'intégration par partie. Vous voyez que je suis dans le corrigé. Les fonctions u et v sont dérivables sur l'intervalle i. Les fonctions u' et v' doivent être continues sur l'intervalle i. En général, elles sont dérivables sur cet intervalle. On prend deux réels a et b de i. Et puis la formule, c'est intégrale de ab de u' de xv de x égale u de xv de x, dont on calcule la variation entre a et b, moins l'intégrale de ab de u de xv' de x dx. Donc on appelle ça souvent une IPP, intégration par partie. Et donc évidemment, on l'applique ici puisque, par exemple, la fonction u', ça va être 1, et la fonction v, ça va être ln de x à la puissance n plus 1. Et donc voici le calcul que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Bon, j'ai un peu précisé aussi le calcul de variation, c'est-à-dire x fois ln de x à la puissance n plus 1 quand on calcule sa variation entre 1 et e. Donc c'est un peu plus détaillé que ce que je vous ai fait. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Si vous appréciez mon travail, un petit pouce levé m'encourage à continuer. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message. Et puis, il reste le classique. Au revoir.